Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai proposé à Estelle de pouvoir raconter son histoire, surtout sur le début de cette année et les mois qui se sont écoulés. Bonjour Estelle. Bonjour Marion. Écoute, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qu'est-ce que tu voulais raconter aujourd'hui et pourquoi c'était important pour toi de le faire? Ok. Alors bonjour à tous, moi c'est Estelle, je suis donc créatrice de contenu et community manager. J'ai 34 ans et je vis à côté d'Aix-en-Provence dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf-le-Rouge. Donc merci pour l'invitation déjà. Et effectivement aujourd'hui ça me tenait à cœur de prendre la parole sur la sclérose en plaques, puisque j'ai découvert en février 2024 que j'étais atteinte de cette maladie. Et quand Marion m'a proposé de faire ce podcast, j'ai trouvé là l'occasion de pouvoir échanger à ce sujet. Et pour peut-être des gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont cette maladie aussi, pour pouvoir les informer. Et aussi peut-être pour informer les gens tout court de ce que c'est cette maladie et qu'est-ce que ça engendre dans le quotidien, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'objectif en fait de ces épisodes que je partage, c'est de faire à la fois découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément et qui impactent la vie des personnes qui peuvent nous entourer. Et aussi partager des témoignages, parce qu'au-delà des explications qu'on peut trouver sur internet ou des explications médicales qu'on a des médecins, c'est important aussi d'avoir des retours d'expérience. Et de pouvoir aussi trouver des solutions, des choses qui ont aidé les personnes pour se les appliquer aussi. Donc merci d'avoir accepté du coup cette invitation. Je te propose dans un premier temps peut-être de repartager ou de partager tout court pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi tes stories. Comment ça a commencé la maladie sans avoir forcément le diagnostic, mais est-ce que tu avais déjà des symptômes, des signes qui te faisaient dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Ou voilà, comment ça s'est passé? Retrace-nous un petit peu ton parcours santé, si on peut l'appeler comme ça. J'avais jamais eu de problème particulier. Enfin, des maladies comme tout le monde peut rencontrer au quotidien, mais pas de symptômes qui me faisaient penser à un problème plus grave. Avant février donc 2024, donc c'était précisément le 9 février, où je me suis réveillée en ayant une tache au centre de ma vision à l'œil droit. Donc c'était vraiment au centre et assez foncé, mais quand même je voyais encore bien, on va dire. Ça m'a un peu alertée sur le moment, mais je me suis dit peut-être que c'est la fatigue, parce que j'étais dans une période de ma vie très compliquée, puisque ma maman était hospitalisée pour un cancer du poumon. Donc je me suis dit peut-être que ça va passer. Donc c'était un vendredi, et dans ma tête je me suis dit je vais attendre jusqu'à lundi, et selon comment ça se passe, à ce moment-là j'irai consulter un médecin. Donc le week-end se passe, et c'est vrai qu'en fait chaque jour ça s'empirait de plus en plus, jusqu'au lundi où clairement je ne voyais quasi plus rien de mon œil droit. Et là je me suis dit bon, il y a vraiment un problème, quoi. C'est pas juste de la fatigue ou du stress, c'est qu'il y a vraiment un souci, quoi. Donc en fait j'ai commencé à appeler des centres d'ophtalmo à côté de chez moi à Aix-en-Provence, quoi. Et en fait toutes les secrétaires me disaient non, vous n'êtes pas patiente du docteur, donc on n'a pas de place, ou alors c'était le prochain rendez-vous c'est dans 3 mois, quoi. Sauf que moi en fait j'avais pas le temps d'attendre 3 mois pour savoir ce que j'avais, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la maison médicale de Provence, donc c'est un bâtiment qui est à côté du HPP, donc hôpital privé de Provence au Pont de l'Arc, et je suis allée au culot en fait au secrétariat des ophtalmos. Et j'ai dit à la secrétaire, voilà, je vois plus rien de mon œil droit, il faut que je voie un ophtalmo maintenant, quoi. Et donc j'ai eu de la chance parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas venu à son rendez-vous. Donc l'ophtalmo m'a reçue très rapidement, et après tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai vu l'ophtalmo, il m'a fait faire toute une batterie de tests, donc le fond de l'œil, etc. Puis je suis retournée le voir, il m'a dit il n'y a aucun problème niveau ophtalmique. Par contre, il faut que vous fassiez un IRM cérébral en urgence. Mais à ce moment-là, il ne me précise pas pourquoi, il me dit juste il faut que vous fassiez ça. Donc là, je t'avoue que j'ai commencé à avoir un peu le stress. Alors déjà, moi, tout ce qui est IRM, piqûre, tout ça, c'est ma phobie depuis toujours. Donc là, quand il me dit il va falloir faire un IRM, je me suis dit oh là là, je vais être enfermée dans un truc avec des bruits, ils vont m'injecter un produit, enfin bref, j'étais pas très rassurée. Donc en fait, au final, 1 heure après
je fais l'IRM cérébral, je sors de l'IRM cérébral, entre-temps l'ophtalmo avait pris rendez-vous avec un neurologue qui était aussi dans le coin, et en fait à 14h, donc tout ça se passe on va dire entre 10h et midi, et à 13h30, 14h, je suis dans le bureau du neurologue, et il m'annonce que j'ai une sclérose en plaques. Ah ouais, d'accord. Donc en fait si tu veux, en l'espace d'une demi-journée, je pensais qu'il y avait un problème mais pas quelque chose de grave. Et en fait, en quelques heures, j'apprends que j'ai une sclérose en plaques alors que j'avais aucun signe avant-coureur avant cet épisode-là, quoi. Donc je t'avoue que ça a été un peu un choc. Bah oui. Là, je me suis dit, waouh. Entre-temps, mon chéri m'avait rejoint. Et là, quand le neurologue m'annonce ça, je me tourne vers mon chéri et je lui dis, mais c'est pas possible, quoi. Je me suis dit, mais d'où est-ce que ça tombe et qu'est-ce qui se passe, en fait? J'avais l'impression d'être dans la 4e dimension, genre qu'on m'annonçait un truc, mais pourtant tout allait bien hier, quoi, tu vois, enfin, il y a 3 jours, quoi. Donc ça a été un peu compliqué l'annonce, parce que moi la seule référence que j'avais de sclérose en plaques, c'était la mère d'une amie à l'époque du collège, ou lycée, qui elle était atteinte d'une sclérose depuis des années et qui était en grosse difficulté pour marcher, elle était en fauteuil roulant, etc. Donc moi j'avais que ça comme repère, donc forcément panique quoi. Je me suis dit c'est ça qui m'attend quoi. Et là, tout de suite le neurologue m'a rassurée. Et il m'a dit mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on vit avec une sclérose en plaques. Et là clairement ça a été un peu un soulagement quand même. Je dis pas que ça m'a enlevé toutes mes craintes et toutes mes peurs, mais je me suis dit bon, si le neurologue me dit ça quand même, c'est qu'il y a des chances pour que il n'y ait pas une issue complètement dramatique quoi on va dire. Ah ouais, donc là tu es vraiment passé dans un rouleau compresseur en 4 heures, tu rentres pour te dire ok, il y a un truc qui va pas et tu ressors avec un diagnostic d'une maladie qui en plus te fait peur et qui est quand même une maladie qui n'est pas juste un petit bobo quoi. Enfin, ah oui, non, c'est clair, complètement. Ah ouais, donc j'imagine donc, que clairement, c'est le côté choc. émotionnel, ça a été compliqué. Ouais. Plus que ce que tu connaissais aussi de la sclérose par la maman de ton amie. Ouais. J'avoue que ça a pas dû être simple. Et du coup, qu'est-ce que le médecin t'a expliqué en termes de comment expliquer la maladie? Ouais. Alors, en fait, je me rends compte surtout depuis que je suis atteinte de cette maladie que autour de moi, les gens ne connaissent le nom. Je pense que beaucoup de gens connaissent la sclérose en plaques comme ça, mais en fait, personne ne sait vraiment ce que ça représente. Donc, en gros, le médecin m'explique que pour faire simple, je vais essayer de simplifier au maximum. En gros, nos nerfs, je vais prendre l'exemple du nerf optique parce que moi c'est ce qui a été le plus impactant au début. Donc en fait, le nerf optique, il est protégé par une gaine qui s'appelle la myéline. Et en fait, justement, la sclérose fait que ça vient attaquer cette gaine de protection. Et donc ça vient attaquer les nerfs en fait. Donc c'est pour ça que moi, en l'occurrence, ça a attaqué la myéline qui était autour de mon nerf optique. Et c'est pour ça que je commençais à perdre la vue en fait. Mais ça peut être des sensations de fourmillement dans les doigts, ça peut être une paralysie de la jambe, du bras, ou complètement être anesthésié d'un côté du corps, etc. Donc ça peut être beaucoup de symptômes différents. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Chaque sclérose est différente un peu, je pense. Enfin, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et donc du coup, c'est un peu... Enfin, c'est une maladie auto-immune, donc c'est notre corps qui se retourne contre nous en fait. Donc nos globules blancs s'attaquent à nous-mêmes. Donc ça c'est pareil, ça a été quelque chose qui est compliqué un peu à encaisser parce qu'on se demande mais pourquoi en fait mon corps se retourne contre moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Pourquoi je me détruis en fait? Exactement. Donc ça c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Mais après au final, bon, le médecin vient tout de suite à me dire qu'il y a des solutions, qu'il y a des traitements. Alors c'est pas guérissable, c'est incurable, hein, on peut pas guérir la sclérose en plaques. Par contre, il y a des traitements qui font que ça peut complètement stabiliser la maladie et surtout éviter qu'il y ait de nouvelles poussées. Donc une poussée, c'est ce que j'ai eu, hein, c'est un symptôme qui vient vraiment être handicapant, donc ça peut être la perte de la vision, ou comme je le disais, une paralysie, etc. Donc avec ces traitements-là, ça évite que ces poussées arrivent, et moins on va avoir de poussées dans notre vie, et plus on a de chances de pas finir justement paralysé sur un fauteuil roulant. Donc quand il m'explique ça, moi tout de suite je me dis go quoi. Enfin, j'étais prête à faire les traitements, je me suis pas posé la question à savoir est-ce que je vais faire les traitements, est-ce que je vais rester comme ça. Pour moi, c'était clair et net, j'y allais quoi.
Donc au final, il s'est passé quelques semaines entre le diagnostic et le top départ des traitements. Sachant que chaque personne est différente aussi à ce moment-là et que il y a pas mal de traitements qui existent, différents. Ça peut être des piqûres, ça peut être des cachets à prendre tous les jours, ça peut être des cachets à prendre une fois par mois, enfin c'est très très vaste et je pense que chaque neurologue s'adapte au cas de chaque patient. Donc moi, en l'occurrence, j'ai commencé par des piqûres, donc 2 piqûres par mois, en même temps sur le ventre, pendant 6 mois. Et ensuite, je vais passer, donc là, ma dernière piqûre aura lieu en septembre, et ensuite, je vais basculer sur des perfusions à la Timone à Marseille. Donc pourquoi ? Bon, c'est un peu technique, pour la faire courte, en gros, il fallait que je sois à jour sur mes vaccins avant de commencer ce traitement-là que j'ai commencé en octobre, parce que celui-ci va vraiment détruire une partie de mes globules blancs, donc ce qui va me rendre assez fragile au niveau de l'immunité. Donc avant ça, il voulait que je sois vraiment protégée sur tous les vaccins avant de faire ce traitement. Donc là, justement, j'ai eu le temps pendant 6 mois de me mettre à jour sur les différents vaccins que je n'avais pas fait. Et du coup, à partir d'octobre, je vais commencer ce traitement qui va permettre en fait finalement de tuer mes globules blancs qui sont plus anciens et plus installés et qui sont plus virulents pour en créer des nouveaux qui seraient plus sympas, on va dire, et qui du coup seraient moins agressifs pour moi. Donc, d'accord. Voilà. Ouais, donc la première partie des piqûres, tu m'as dit ça a duré quoi, 4 mois 6 mois. 6 mois. Mm. Comment ça se passe vraiment quand tu fais les piqûres? Est-ce que tu dois te rendre Ouais. à l'hôpital? Qui te fait la piqûre? Ouais. Combien de temps ça dure? Peut-être pour rassurer aussi les personnes, si elles ont à faire un traitement, qu'elles puissent savoir vraiment comment ça se passe. Alors, donc pour mon cas en tout cas, donc c'était le traitement qui s'appelle Tysabri. Donc ce sont des piqûres, donc 2 piqûres par mois dans le ventre ou dans le bras, enfin ça c'est à vous de choisir. Et en fait, donc on doit se rendre à l'hôpital en ambulatoire, donc c'est dans des box individuelles ou à plusieurs, mais en général on a le choix de choisir. Moi je choisis toujours un box individuel. Et c'est une infirmière qui vient faire les injections. Alors en soi ça dure pas, l'injection est très rapide, ça dure quelques secondes. Le plus long c'est d'abord aller voir son neurologue avant d'aller s'enregistrer pour l'ambulatoire, de monter à l'ambulatoire et que eux commandent le produit, enfin le médicament à la pharmacie et qu'il arrive pour qu'il soit injecté. Donc c'est ça le plus, finalement la partie la plus longue c'est un peu tout ce qui est logistique. Voilà, logistique. Donc on va dire que ça prend la matinée quoi. Oui, parce qu'ils le font à chaque fois que tu dois faire une injection. Ouais, exactement. Ok. Donc en gros, il faut compter la matinée, quoi. D'accord. Mais en soi, la piqûre, elle est très rapide. Je vais pas mentir, c'est pas une partie de plaisir. Le produit est pas du tout agréable quand il passe. Donc en gros, moi je mets des patchs MLA, donc c'est des patchs anesthésiants. Alors mon neurologue, il a un peu rigolé quand je lui ai demandé de m'en prescrire parce qu'il m'a dit si vous voulez, si ça vous fait un peu l'effet placebo et que ça vous rassure, je vous le fais, y a pas de problème. Moi, ça me fait du bien, donc je le fais quand même. Et j'ai eu plusieurs infirmières donc au fil des différentes piqûres. Et je me suis rendu compte que plus la piqûre était injectée rapidement et moins j'avais mal. Donc maintenant, c'est un peu moi qui donne qui donne les règles, tu vois, aux infirmières en leur disant s'il vous plaît, allez vite. Et au moins, je sais que j'ai juste le temps de faire ah, c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc après, c'est une question d'habitude. Maintenant, la 5e que je viens de faire, ça s'est très bien passé. Et même moi qui étais phobique des piqûres, j'en viens à me dire ok, je vais faire ma piqûre, mais je suis plus traumatisée comme au début. Et finalement, en seulement 5 mois, donc je suis plutôt contente de l'évolution de tout ça. Mais voilà, c'est pas une partie de plaisir, c'est sûr, mais après, ça se fait et c'est supportable, quoi, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Malgré tout, il faut essayer de voir le côté positif, c'est que, voilà, il y a moins de phobie, moins de peur. Vis-à-vis peut-être même du corps médical et des piqûres et des choses qui peuvent se passer, voilà. Ça permet surtout que j'avais pas une super image du monde médical avec ce que j'ai vécu avec ma maman ces derniers mois, donc forcément j'étais pas très rassurée de replonger encore dans ce monde médical là, étant donné que j'avais plus confiance en la médecine. Ça a été très compliqué pour moi de devoir donner ma propre santé entre les mains de ces médecins-là. Et au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon neurologue est vraiment super. Il prend vraiment le temps d'expliquer les choses.
il nous a fait des schémas pour nous expliquer comment ça fonctionne. Si on a des questions, il n'est pas là à aller vite et à bâcler la consultation, au contraire. Donc moi, à chaque fois, je fais mes petites listes de questions, et quand je veux le voir, je lui pose toutes mes questions qui me passent par la tête, et ça me permet, moi, d'avoir des réponses à ces questions-là, et en plus de me soulager, de m'enlever des poids qui, parfois, sont pas vraiment justifiés, en fait. Des fois, on se fait tout un film dans la tête, et en fait, quand on nous explique, on se dit « Oh, bah ok, ça va ». Donc voilà. Mais qu'est-ce qui a fait, du coup, que... J'imagine que c'est l'accompagnement du médecin qui a fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être un petit peu plus confiance au médecin et que c'est l'accompagnement en fait, c'est la façon de... C'est sa façon d'interagir avec ses patients. Je sais pas comment t'expliquer, en tout cas par rapport à son comportement envers moi, il m'a donné confiance. Voilà, il m'a inspiré confiance et je me sens entre de bonnes mains quand je le vois, je sens qu'il est compétent et que ce qu'il met en place pour que j'aille mieux, fonctionne en fait. Puisque quand même, depuis ma première poussée, j'en ai quand même eu une deuxième entre-temps, qui s'est déclarée, donc cette fois-ci c'était pas la perte de la vision, c'était des vertiges, qui étaient complètement rotatoires, donc c'est-à-dire que je voyais le plafond tourner comme si j'étais en train de perdre complètement l'équilibre, donc c'était très très handicapant au quotidien. Et en plus, ça générait en moi, du coup, une crise de panique, parce que c'est pas très agréable. Et un peu des bouffées de chaleur, parce qu'on est complètement... on perd complètement l'équilibre, quoi, donc c'est particulier. Et en fait, je sais même plus pourquoi j'en suis venue à ça, mais en gros, voilà, il m'a vraiment rassurée, et je sens que l'évolution, elle est positive, donc forcément, je ne peux que me dire que son accompagnement est bon, puisque pour l'instant, j'ai rien à redire, quoi, tu vois. Donc c'est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui finalement va peut-être voir un neuro c'est pas qu'il ne lui inspire pas confiance, mais dans lequel il n'arrive pas à se projeter, à avoir des améliorations. Ça, je le dis, je le redis. Je pense que si, peu importe la maladie, peu importe le problème, quand on ne sent pas un médecin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer, en fait. Parce que, clairement, que ce soit un médecin généraliste ou un neurologue ou un oncologue ou peu importe, il y en a plein. Donc faut pas hésiter à se dire je prends ce temps pour aller en trouver un autre. Si ça convient pas, si on le sent pas, moi j'ai tendance à écouter quand même beaucoup mon intuition, et si je sens pas quelqu'un tout de suite, en général je me trompe rarement, donc je préfère me dire ok, voilà. Donc là ça s'est pas présenté comme ça parce que je l'ai tout de suite bien senti, mais en tout cas si j'avais eu le moindre doute, je pense que j'aurais pas hésité à aller voir ailleurs, quoi, en tout cas. Ouais, oui, je pense que tu as tout à fait raison, c'est important. Après c'est vrai qu'on peut se dire... faut tout recommencer à zéro à chaque fois qu'on va voir quelqu'un, on perd du temps, et si en plus on est dans le mal, c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, si ça nous permet d'avoir un accompagnement dans lequel on se sent bien et où on voit vraiment une évolution positive, complètement, je pense que c'est nécessaire. Mais du coup, ça demande quand même du temps, tous ces rendez-vous, tout cet accompagnement, etc. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours, surtout que là, c'était du jour au lendemain. Oui. Comment on fait, comment toi tu as fait pour aménager tout ça, ton emploi du temps, est-ce que tout s'est arrêté Alors du coup, au moment où j'ai vraiment appris ça, la semaine qui a suivi, tout s'est enchaîné. Parce que j'ai dû faire des examens complémentaires, donc j'ai dû faire une ponction lombaire en hôpital de jour à l'hôpital d'Aix. J'ai dû faire un IRM de la moelle épinière et j'ai dû faire un traitement pour justement calmer cette poussée où je perdais la vue de mon œil droit. Et les seuls traitements qui fonctionnent en fait pour calmer chacune des poussées que quelqu'un qui a la sclérose a, c'est ça s'appelle des bolus de cortisone en fait. Donc en gros, on va venir nous injecter de la cortisone à forte dose. Donc on parle quand même de 1000 mg par jour pendant 3 à 5 jours selon la poussée et selon l'intensité de la poussée, quoi. Donc pendant cette semaine-là, donc j'ai été en hôpital de jour pendant 5 jours, je crois. Oui, 5 jours. Avec donc des perfusions de cortisone plus les examens complémentaires. Donc c'est sûr que à ce moment-là, il faut se libérer du temps et il faut pouvoir le faire. Donc soit on est en entreprise et de toute façon je pense que là c'est un cas de force majeure et on se met en maladie ou je sais pas comment ça peut fonctionner autrement, mais en tout cas je pense que y a pas d'autre solution entre guillemets. Moi la chance que j'ai, c'est que je suis à mon compte et que du coup mes horaires je peux les aménager comme je le souhaite.
Après, ça n'empêche pas que ça a handicapé mon activité. Ça, plus l'accompagnement de ma maman pendant quelques mois, donc je n'ai plus travaillé du tout. Donc c'est une période qui a été très compliquée financièrement. Mais pour moi, c'était la priorité. Voilà. Ma santé, la santé de ma maman. Il n'y avait pas à réfléchir une seule seconde. Pour moi, c'était la priorité, c'était ça, quoi. Donc, pour tout ce qui est la suite du diagnostic, il a fallu se bloquer au moins, on va dire, 2 bonnes semaines entre la semaine où il y a tous les examens plus la cortisone et la semaine d'après où on est quand même fatigué d'avoir vécu tout ça et où il faut un peu récupérer, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie après-diagnostic. Et ensuite, une fois que les traitements ont commencé, finalement, ça m'handicape pas plus que ça dans le sens où c'est une fois par mois, une matinée par mois. Donc en soi, ça ne bloque pas beaucoup de mon temps, même si la journée où je me fais faire les piqûres, clairement, je suis un peu fatiguée, donc je me prends le temps de me reposer, quoi. Voilà. Mais après, sinon, en règle générale, pour le reste, ça prend pas beaucoup plus de temps que ça, quoi. Mais le plus long, finalement, c'est la mise en route et voilà, les rendez-vous du début, parce qu'il faut voir le neurologue plus souvent, parce qu'il faut faire les traitements, parce que, voilà, on discute de beaucoup plus de choses au départ, quoi. Ouais, donc c'est planifié, en fait, pour être tranquille, entre guillemets. Après, ça n'empêche pas que, comme tu l'as dit, tu as eu une nouvelle poussée, il y a des imprévus qui peuvent arriver, mais comme tout le temps dans la vie, en fait, pas que quand on a une maladie. Mais comment on gère ça émotionnellement, que ce soit à la fois digérer le diagnostic, se dire que les 6 prochains mois, notre planning est modifié et tourne autour de la maladie qu'on vient de nous diagnostiquer, et comment aussi appréhender ce qui va se passer après, quoi. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles poussées? Comment ça se... Alors, émotionnellement, c'est très compliqué. En tout cas pour moi, je parle pour mon expérience à moi. Ça a été très compliqué au moment de l'annonce, parce que j'avais pas que ça à gérer, donc c'était très compliqué de tout mêler en même temps. Et puis c'est quand même une nouvelle qui tombe et où on se dit, ok, j'ai une maladie incurable quand même, donc c'est pas rien. C'est pas j'ai une maladie, je vais prendre un médicament, tout va rentrer dans l'ordre et ça sera plus qu'un mauvais souvenir, quoi. On sait qu'on va devoir faire avec toute notre vie, quoi. Donc forcément, émotionnellement, c'est compliqué. Moi, j'ai, entre guillemets, c'est pas la chance parce que je l'ai provoqué quand même, mais je suis suivie psychologiquement depuis plus de 5 ans. Donc j'avais déjà un accompagnement psy qui était bien mis en place depuis de nombreuses années et où j'avais déjà travaillé pas mal sur un certain nombre de choses. Et je pense que ça m'a quand même aidé à mieux réagir, on va dire, que si j'avais pas du tout été accompagnée auparavant. Et ensuite, j'ai tout de suite fait de moi ma priorité et je me suis dit, il faut que je sois accompagnée, que je prenne soin de moi. Donc c'est passé par différents types d'accompagnement, la plupart du temps holistique, donc ça va être de l'hypnose, ça va être des soins Reiki, de la naturopathie, voilà. C'était vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez global pour vraiment être prise en charge sous différents aspects, que ce soit l'alimentation, des compléments alimentaires, mais aussi voilà psychologiquement parlant, aussi me faire masser parce que c'est vrai que la sclérose c'est un peu un handicap invisible en fait, parce que de l'extérieur personne ne saurait dire que je suis atteinte de cette maladie et pourtant au quotidien, même si j'ai un traitement et que les poussées sont on va dire contrôlées, quoi, ça reste quelque chose qui se manifeste au quotidien avec de grosses fatigues certains jours, des fourmillements qui vont débuter des fois le soir parce que je suis fatiguée dans les mains, dans les pieds, ou voilà une perte d'équilibre ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui font partie de la maladie, qui font partie du quotidien. Alors même si c'est pas ce qu'il y a de plus handicapant, ça reste des choses qu'il faut gérer au quotidien. Donc les massages pour ça c'est super parce que ça permet aussi de faire circuler, notamment au niveau des jambes, j'ai pas mal de raideurs moi pour le coup. Donc les massages m'aident beaucoup à détendre tout ça. Et aussi le sport. Ça vraiment, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Pourtant quand j'étais plus jeune je détestais le sport. Et en fait clairement aujourd'hui je me dis heureusement que je m'y suis mise et que je pratique le pilates et le yoga et que vraiment pour la sclérose c'est un atout mais incroyable parce que ça permet vraiment de s'étirer,
de soulager la moindre petite douleur, les raideurs, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose dont je pourrais plus me passer, quoi. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez global. Je pense qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, être bien accompagné et en fait faire de sa santé une priorité, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire passer le message, en tout cas, parce que moi, ça m'aide beaucoup, quoi, au quotidien. Ouais, donc un accompagnement peut-être holistique en fonction de nos attirances aussi. Bien sûr. On n'est pas obligé d'aller faire de l'hypnose, etc. Mais des choses qui nous parlent, qu'on a envie d'essayer. Exactement. Pour compléter, en fait, l'accompagnement purement médical. Exactement. Parce que moi, personnellement, voilà, je me dis, il y a des médicaments, des traitements qui existent pour la sclérose. Moi, j'ai envie de les faire. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui refusent les traitements et qui ont envie de régler le problème, entre guillemets, tout seul, en allant justement chercher via plein de pratiques différentes, ou une alimentation anti-inflammatoire, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui préfèrent ça, moi je respecte tous les choix. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai envie de faire confiance à la médecine, mais à côté de ça, je fais pas non plus confiance les yeux fermés, je préfère aussi de mon côté, parce que les médecins, on les écoute, mon neurologue y compris, il me dit « Ah, mais vous changerez rien à votre vie, si vous voulez travailler comme une folle, ou rien faire du sport, pas en faire, manger McDo tous les jours ou pas manger McDo tous les jours, vous faites ce que vous voulez. » Moi, quand même, j'ai un peu une nuance à apporter à tout ça. C'est-à-dire que bon, l'alimentation, je pense que c'est un pan qui est très important pour tout ce qui est inflammation. Hein. Surtout dans les maladies auto-immunes, voilà, de manière générale. Donc pour moi, ça c'est quelque chose, je me verrais pas, voilà, donc moi j'ai limité, j'ai drastiquement baissé ma consommation d'alcool, c'est pas que je buvais beaucoup, mais bon, en tout cas, je buvais plus que ce que je bois maintenant. J'essaie de manger le plus anti-inflammatoire possible. J'ai intégré beaucoup de choses dans mon alimentation, que ce soit des aliments avec du bon gras, des sardines, des choses comme ça, qui m'apportent pas mal d'oméga 3. Je me complémente aussi en oméga 3, magnésium, etc. Donc voilà, pour moi, c'est autant important que le traitement que je suis, que mon neurologue m'a conseillé, quoi. Oui, c'est complémentaire et c'est la vocation des médecines alternatives. Exactement. Aussi. C'est pas du tout de remplacer la médecine conventionnelle, c'est de venir apporter ce petit plus que la médecine n'apporte pas. Et c'est en ça où c'est intéressant, en tout cas, d'avoir les deux types d'accompagnement. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure au sujet que c'était important pour toi de faire du sport, mais en tout cas d'avoir une approche de ton corps et peut-être un contact même physique. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça te permet de te réapproprier ton corps en quelque sorte, de rester aussi bien dans ton corps et pas de partir peut-être dans le mental aussi. Voilà, c'était un point que j'ai soulevé et je trouvais que c'était clairement, le yoga et le pilates, en tout cas pour ma part, c'est vraiment des sports qui me permettent de me reconnecter à mon corps. Donc c'est-à-dire que ce soit dans les deux pratiques, l'une ou l'autre, on va respirer, on va faire attention à la respiration, on va prendre le temps parfois de méditer à la fin d'une séance, on va faire des chants, et on va avoir des mouvements en fait qui vont faire que notre énergie, elle se remet en circulation en fait. Et parfois, on a tendance à être dans une société où il y a beaucoup de sédentarité, parce qu'il y a beaucoup de travail, où on est à un bureau toute la journée, on est sur un ordinateur et on s'arrête pas on bouge pas en fait. Et en fait, le mouvement, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que, ne serait-ce que d'aller marcher 30 minutes, notre corps, il se remet en mouvement, et moi, je le constate parce que depuis quelque temps, j'essaie d'aller marcher tous les jours un petit peu, et même quand je suis fatiguée, je me dis, allez, j'y vais, et quand je rentre, waouh, j'ai un regain d'énergie incroyable, alors que pourtant, avant d'y aller, j'avais pas envie, j'avais l'impression que mon corps, il était fatigué, et en fait, on se rend compte que notre corps, il est capable de bien plus que ce qu'on pense, et en plus, en faisant des activités comme ça, ça permet vraiment de le réveiller, de le mettre en mouvement, et comme tu disais, de se reconnecter à tout ça. Et moi, pour le coup, c'est hyper important pour mon équilibre, quoi. Je me verrais pas plus faire de sport, quoi. C'est pas possible. Ouais, non, mais ce que tu dis, c'est... Enfin, j'ai le même type de sensation, moi aussi, quand je dois aller marcher et que j'ai pas trop envie. Mais c'est vrai que quand on revient, même si ça dure pas longtemps, on n'est pas obligé d'aller faire une randonnée non plus, ça fait recirculer les fluides de sang dans le corps et ça permet aussi sécrétion de tout un tas d'hormones qui
qui sont là pour notre bien-être aussi. Donc oui, c'est important. Et c'est un conseil, j'imagine, que tu voudrais donner aussi, quelle que soit la vie qu'on a finalement. Ah mais c'est clair, c'est pour tout le monde, hein. Mais c'est vrai que voilà, d'autant plus quand on a une maladie comme la sclérose, bah, c'est important de bouger quoi. Il faut pas se dire oh là là c'est foutu, ça y est, je vais rester dans mon canapé parce que je vais plus pouvoir bouger. Non, au contraire. Au contraire, il faut envoyer le message au corps et au cerveau aussi que on peut bouger quoi. Au contraire, tu vois, c'est hyper important quoi. Parce que je pense que si on se dit ah bah ça y est c'est foutu, je vais finir en fauteuil, malheureusement c'est ce qui risque d'arriver quoi. Parce que si on envoie ce message là à notre cerveau, voilà. Donc moi je me répète à longueur de temps que ça va le faire et que je vais y arriver quoi. Alors c'est sûr, après je vais pas mentir, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres et où bah, le moral il est moins présent, donc on a des fois des coups de mou et on se dit oh là là mon dieu mais finalement pourquoi ça nous arrive à nous quoi. Mais après voilà, il faut pas se laisser envahir par ces pensées-là et il faut essayer de rebondir et de se dire ok, je suis là, je suis en vie, je marche, tout va bien. Il faut voilà, profiter de chaque instant quoi. Et c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est que faut vraiment profiter de chaque instant, le moindre petit plaisir qu'on peut s'octroyer, il faut réaliser et le vivre pleinement à 100% en se disant ok, là, je suis à la terrasse d'un café, il fait beau, je suis en train de lire un livre, boire un café, de voir les gens passer. Je kiffe. Et je kiffe en fait, voilà, tout simplement quoi, tu vois, c'est tout. Tu as lu dans mes pensées parce que c'était une question que je voulais te poser aussi, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté malgré le fait qu'il y a aujourd'hui une maladie dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Et tu viens de répondre, c'est... c'est une autre vision de la vie en fait. Profiter à chaque instant. Complètement. Et du coup, avant, j'avais tendance à aller à 2000 à l'heure, j'étais toujours à droite à gauche, je faisais 150 trucs dans la journée, enfin je m'arrêtais jamais. Je pense que la sclérose est arrivée à un moment donné où ça c'était venu me dire aussi bon Estelle, t'es gentille mais va falloir te calmer un peu quoi. Donc j'ai reçu le message, donc maintenant je l'écoute en fait, mon corps, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ben je suis fatiguée et je vais pas aller à l'encontre de ça en fait. Hier j'étais dans une journée un peu compliquée, j'ai eu un gros coup de mou et ben j'ai fait la sieste. Voilà. Et j'ai pris le temps de faire la sieste et c'était pas pendant, j'ai pas dormi pendant 3 heures hein, mais allez 40 minutes, ben ça m'a requinqué et je me suis sentie beaucoup mieux quoi, tu vois. Donc faut s'écouter, faut écouter son corps. Et moi, clairement, j'ai appris qu'il fallait plus que j'aille à 2000 à l'heure, en fait. Faut que je fasse des choses qui me plaisent, que voilà, j'ai mon emploi du temps tous les jours, hein, j'ai des choses à faire, mais je les fais, et quand je ressens la fatigue, ok, stop, j'arrête. Et si je peux le remettre au lendemain, je le remets au lendemain. Mais c'est vraiment important de s'écouter, quoi. Mais comment on trouve cette force? Parce que c'est vrai que je t'écoutais même sur ce que tu disais avant. Tu disais, tu étais vraiment très positive, même s'il y a des jours où ça va un peu moins bien, et c'est tout à fait humain, je veux dire, il y a pas de souci à se faire là-dessus, chacun a des jours avec et des jours sans. C'est sûr. Mais comment toi, où tu vas chercher cette force-là, qui est quand même une force de résilience aussi, selon moi? Dans quoi tu vas aller chercher? Dans qui? Ou est-ce que c'est ta façon d'être de manière générale aussi? De base, je pense que je suis quelqu'un quand même de plutôt optimiste dans la vie, donc j'ai toujours été comme ça. Après, c'est vrai que je suis très bien entourée. Mon chéri est vraiment très très présent pour moi. Il m'accompagne à tous les rendez-vous avec le neuro, tous les rendez-vous médicaux que j'ai pu avoir. Et puis il est vraiment d'un soutien très important pour moi. Il est pas dans le... Parce que je pense que la difficulté aussi pour les personnes qui accompagnent, ça va être de tomber dans la surprotection un peu, tu vois. De dire oh, ça va, t'es pas trop fatiguée, ah ça va, attends, tu veux pas que je fasse à ta place, machin et tout. Donc déjà, il est pas rentré dans ce schéma-là. Donc finalement, on n'a pas changé grand-chose à nos habitudes qu'on avait avant. Et c'est là parce que j'ai cette maladie qui va en faire plus dans le quotidien que ce que moi je vais faire parce que j'ai la sclérose, quoi, tu vois. Donc je suis très bien accompagnée, il a pas changé non plus son attitude envers moi, on continue toujours à rigoler, à se traquer, voilà, donc il n'y a pas de grosses différences là-dessus, donc très bien accompagnée, notamment par Laurent, par mes amis aussi, et puis après voilà, je pense que je me suis entourée aussi de personnes, dans ce que je disais tout à l'heure, les pratiques un peu holistiques, tout ça, qui m'accompagnent vraiment bien.
et en qui je peux avoir confiance. Et pareil pour les personnes avec qui je fais du sport. C'est des personnes qui font partie de mon quotidien en fait et sur qui vraiment je peux compter et qui m'ont vraiment aidé à passer ce cap-là. Et la psychothérapie, je reviens à ça, mais c'est vraiment ma bulle, moi, chaque semaine, en fait, qui me permet de lâcher tout ce que, justement, j'ai du mal à encaisser chaque semaine parce qu'il s'est passé ça ou ça. Ben, en fait, le fait de pouvoir en parler librement et de pouvoir, justement, sortir ce que j'ai en moi et qui pourrait être un problème, ben, en fait, ça me fait trop du bien, en fait. C'est vraiment... c'est devenu mon équilibre, en fait. J'en ai besoin. Ça te permet de faire relâcher la pression. Exactement. Et toutes les émotions peut-être que t'as pas senti sur le moment et que t'as pas du coup évacué. Ouais. Et c'est super intéressant ce que tu disais juste avant aussi. Je ne fais que rebondir. Moi, de ce que tu dis, j'ai compris que c'est important quand une personne est malade que son entourage ne la voit pas comme une personne qui est malade. En Tout à fait. Donc, pareil, quel conseil tu pourrais donner, que ce soit à la personne qui est malade, exprimer ses besoins, ou même l'entourage, quel comportement avoir vis-à-vis de la personne Ben, en fait, c'est ce que tu dis, je pense qu'il faut pas changer. En fait, il faut pas changer son attitude envers les personnes qui sont atteintes d'une maladie, parce qu'en fait, ça les rend encore plus malades, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que si toute la sainte journée, on leur dit « Ah, mais t'es sûre que ça va aller tu veux pas que je fasse ça pour toi, machin et tout », bon... C'est gentil, tu vois, ça part d'une bonne intention. Mais si tu veux, ça nous met un peu dans une espèce de case où on se dit, bon, en fait, on n'est plus capable de faire ça, mais pourquoi ? Tu vois, enfin... alors c'est sûr, il y a des jours où on est plus fatigué et où on n'a pas la force de faire des choses, mais c'est pas grave, on le fera plus tard, tu vois. J'ai pas envie que quelqu'un le fasse à ma place, en tout cas. Donc je pense qu'il faut pas changer l'attitude que les gens avaient déjà pour la personne atteinte de la maladie avant. Faut rester tel quel. Et pour la personne qui est atteinte de la maladie, je pense que chacun après, je pense, réagit de la façon qui lui est propre, tu vois. Moi, en tout cas, je suis pas quelqu'un qui va se laisser, tu vois... je me vois pas rester sur mon canapé à me dire oh, ça y est, la vie est finie, quoi. Je peux pas. Pour moi, c'est pas possible. Il faut que j'avance, il faut que je continue à avancer, que j'ai des activités, que j'ai une vie sociale, que j'ai une activité professionnelle aussi. Et je pense que ça fait partie de la guérison, en tout cas. Enfin, pas la guérison totale, mais en tout cas de pouvoir avancer dans la vie en te disant ok, j'ai cette maladie, mais c'est bon, je vais y arriver, quoi, tu vois. Ouais, donc c'est peut-être laisser finalement les rênes à la personne qui est malade, de pouvoir dire à son entourage, ok, si j'ai besoin d'aide, je te dirai, ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois là, si j'ai besoin de toi. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Et après, de la présence, c'est important quand même, hein, je vais pas mentir. C'est quand même agréable de voir que ton entourage s'intéresse à nous et de recevoir ne serait-ce qu'un petit message pour dire je pense à toi, j'espère que ça va après avoir fait une piqûre ou des choses comme ça. C'est des petits détails qui font la différence aussi et qui font quand même chaud au cœur, hein, je vais pas mentir. J'ai pas non plus envie qu'on fasse comme si s'était rien passé dans ma vie. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin, voilà. Si je reçois un petit message de soutien, ça me fait du bien aussi. Donc voilà, c'est juste être présent sans non plus en faire trop et être sans cesse derrière la personne en train de se dire oh là là, la pauvre, surtout pas. Ouais, comme tu dis, c'est enfermer la personne dans une case et ne plus la voir pour ce qu'elle est, mais juste par sa maladie. Exactement. Et effectivement, ce n'est pas l'aider à avancer. Tout à fait. Ouais. Et pas comparer dans les épreuves aussi, parce que c'est beaucoup des choses auxquelles j'ai été confrontée ces derniers temps, où les gens me disaient oh là là, mais toi avec ce que t'as vécu, moi c'est bon, je peux pas me plaindre avec ce que j'ai vécu, etc. Et je leur dis mais en fait il y a pas de niveau d'épreuve dans la vie, c'est que chaque personne a sa propre histoire, son propre vécu et ses propres épreuves qu'elle vit, et en fait peu importe ce que c'est, ça peut être aussi impactant que ce que moi j'ai appris en février en fait, voilà. Donc faut pas, je pense que les gens dévalorisent trop leur épreuve en se disant ah mais il y a pire que moi, ah non mais toi c'est bon t'as vécu ça, non je peux pas me plaindre en fait, je peux pas dire voilà, c'est sûr qu'on va pas se plaindre pour des broutilles, tu vois, devant quelqu'un qui a vécu quelque chose de très difficile, mais après franchement chaque personne vit ses épreuves à son niveau et c'est déjà beaucoup quoi. Oui, c'est la façon dont on vit les choses en fait. Exactement. C'est pas forcément quelque chose qui peut être hyper traumatisant, mais voilà, c'est Exactement. La façon dont on l'a vécu. Et effectivement, dire qu'il y a pire ailleurs, c'est aussi enlever,
avoir du déni en fait pour son Complètement. propre problème et ne plus C'est écouter son corps. Ça peut être une solution de facilité entre guillemets parce que c'est trop douloureux à voir parfois aussi. Mais, c'est vrai. Mais oui, c'est important. Ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il Ouais. faut s'écouter ou du moins essayer et si on n'y arrive pas tout seul, se faire accompagner. Exactement. Par quelque chose qui nous parle. Et Peu puis importe. on change si ça nous convient pas. On n'est pas obligé Exactement. non plus de rester sur quelque chose qui ne nous convient pas. Tout à fait. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à partager de manière globale par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as expérimenté toi-même? Ouais, ben moi ce que je trouve important de rappeler en fait, c'est que c'est un handicap un peu invisible, comme beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, hein, c'est pas la seule. Et je pense que il faut vraiment prendre conscience que la sclérose, c'est pas que la paralysie et des choses comme on a l'habitude de voir. C'est aussi des choses au quotidien qui vont être un peu handicapantes. Et que du coup, faut être ouvert au fait que la personne elle va être fatiguée et que peut-être elle va pas venir à quelque chose où elle s'était engagée, ou peut-être qu'elle va annuler un rendez-vous professionnel, ou voilà. Mais parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça va moins bien. Et voilà, il faut comprendre que c'est un handicap invisible, parce qu'il faut quand même savoir, moi j'ai appris ça en écoutant des podcasts, etc., que la sclérose, c'est la deuxième cause de handicap après les accidents de la route quand même. Donc, c'est quand même énorme. Moi, je pensais pas du tout que c'était aussi présent que ça chez les gens, quoi. Donc voilà, faut bien se rendre compte que c'est un handicap. Alors ok, on n'est pas tous en fauteuil roulant et on n'a pas tous une canne pour marcher, mais ça n'empêche que ça en est un, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même garder ça en tête et voilà, que les gens en soient conscients en fait. Voilà. Bah, ça soulève une question, une problématique qui existe aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas l'air malade ou handicapé, c'est que tu n'as rien. Et donc je pense que là c'est plus un état d'esprit à avoir, mais ça c'est pour tout le monde en fait. C'est clair. De pas avoir de préjugés ou de jugements sur des personnes, surtout si on ne les connaît pas, ou si on les voit que comme ça, physiquement, sans connaître leur histoire. Parce que justement, en écoutant un podcast, il y avait donc une personne qui a atteint de sclérose qui expliquait donc, elle a une carte handicapée, voilà, donc elle s'est garée sur une place handicapée, et forcément elle n'était pas en fauteuil, donc quand elle est sortie de la voiture, y a une dame qui l'a agressée en lui disant « Ouais, qu'est-ce que vous faites sur cette place handicapée ?» Et là, je me dis, pour la personne qui est atteinte de la maladie, c'est quand même... c'est violent, quoi. Parce que du coup, t'es déjà en train de te dire que toi, t'es malade. Je pense pas que ce soit non plus le plaisir de ouf de se garer sur une place handicapée. Et en plus, on vient t'agresser en sortant de ta voiture pour te dire « Mais vous avez aucune raison de vous garer là ?» Ben si, en fait. Et là, tu vois, tu dois te justifier, en fait, en sortant ta carte handicapée pour dire « Ben madame, si, regardez, et je trouve ça quand même d'une violence de devoir se justifier de sa propre maladie parce que les autres ne la voient pas et que du coup, ils se permettent d'agresser les autres. Alors, bien entendu qu'il y a des gens certainement qui se garent sur des places handicapées et qui ne sont pas handicapés, mais en tout cas, attention avant d'aller agresser quelqu'un. Comme tu dis, on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, et peut-être qu'effectivement, elle a sa carte handicapée dans la poche, mais qu'elle va pas la mettre sur son front pour que tout le monde le voit, quoi. Donc voilà, je pense que c'est des choses à retenir, et pour si jamais vous êtes confrontés, voilà. Ouais. Oui, c'est hyper violent parce que ça remet limite en cause la légitimité de te garer sur la place handicapée, alors qu'en fait, si. Exactement. C'est... ouais. J'avoue que... Mais j'imagine que ça doit arriver tout le temps. Tu écoutais cette dame parler en podcast, mais j'imagine que... je pense elle n'est pas la seule, voilà, entre les... Ça, c'est sûr. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je connais pas encore toute la maladie, parce que finalement, ça fait que quelques mois que j'ai appris cette nouvelle-là, mais... en tout cas, voilà. Moi, le conseil que je pourrais donner aux personnes, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre... qu'ils ont une sclérose en plaques ou qui sont justement en train de faire des examens pour savoir ce qu'ils ont, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous informer. Alors je dis pas d'aller voir sur les sites, voilà, sur Doctissimo, mais voilà, allez regarder même des études scientifiques pour voir ce qui a été fait récemment, pour comprendre aussi ce qu'est la maladie,
écouter des podcasts qui sont en lien avec ça. Moi je sais que j'écoute un podcast qui s'appelle La vie en sclérose. Donc c'est une femme qui interviewe en fait des patients qui sont atteints de sclérose en plaques, et c'est hyper intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, chaque personne a une sclérose et la sclérose est différente pour chacun d'entre nous quoi. Donc en fait ça permet de voir différents parcours, voir aussi comment les personnes elles ont su rebondir après cette annonce et ce qu'elles ont fait de cette maladie justement, peut-être des fois une force. Et donc voilà, surtout pas hésiter à s'informer et à poser des questions. Si on a des questions qui restent dans la tête et qu'on se dit ah mais je sais pas et tout, mais posez-les aux médecins qui vous suivent, regardez dans des livres sur internet, voilà, suivez des podcasts, regardez des documentaires, enfin je pense qu'il faut vraiment s'informer pour connaître sa propre maladie, et après à vous de choisir les bonnes les bons axes pour vous accompagner quoi. Ouais, et les axes qui vous parlent surtout et qui font peut-être sens aussi. Exactement. Dans ce que vous vivez. Comment tu envisages l'avenir? Alors je me projette peut-être un peu loin, mais peut-être l'avenir c'est peut-être dans 6 mois. Hein. Ça peut être pas forcément très très loin. Comment? Alors, je t'avoue que j'ai un peu du mal à me projeter pour l'instant. Ça c'est quelque chose, tu vois, voilà, ça c'est un peu nouveau. Avant j'avais plein de projets dans la tête, je me voyais à 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Là aujourd'hui, comme je suis vraiment dans la mise en place de mon traitement, je suis encore un peu dans ce laps de temps où je me dis là pour l'instant on verra. Donc je me projette pas encore trop loin. Là la prochaine étape c'est vraiment les perfusions à la Timone avec le nouveau traitement. Donc là c'est un peu beaucoup de questionnements aussi parce que je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment ça va se passer, si ça se trouve tout va bien se passer tu vois, mais voilà, on sait pas. Donc j'ai un peu hâte que l'année prochaine soit terminée et que j'ai terminé cette mise en place de ce traitement, puisqu'après l'année prochaine, donc à partir de 2026 normalement, on devrait arriver, si tout se passe bien, à une perfusion par an. Donc déjà, ça me laissera plus de temps pour prévoir des choses, pour voir plus loin et pour pouvoir faire des projets quoi. D'accord. Ouais, donc après il y a un entretien entre guillemets pour éviter Tout à fait. Des rechutes ou de nouvelles poussées. Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est pas des traitements qui durent 2 mois et on n'en parle plus pendant 6 ans, quoi. C'est vraiment un accompagnement. Après, je pense que les traitements peuvent s'espacer si tout se passe bien et que les IRM de contrôle sont positifs, etc. Je pense que ça sera de plus en plus espacé, mais en tout cas, ça fera partie de mon quotidien pendant, je pense, toute ma vie, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi et se dire que aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien, donc ça sera comme ça. Alors maintenant j'ai moins d'appréhension parce que je me dis que ça va aller, mais après voilà, on sait pas de quoi demain est fait, donc je me doute bien que dans toute ma vie j'aurai d'autres périodes plus compliquées, mais on fera en sorte que ça se passe bien quoi. Oui, je te le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot pour conclure cet épisode? Ce que tu veux. Non, écoute, vraiment, soyez à l'écoute de vous, en fait. Et que vous soyez malade ou pas, même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre corps, faites-vous confiance, en fait. Et allez consulter. Attendez pas les rendez-vous interminables qu'on vous propose parce que c'est de pire en pire dans tous les domaines, que ce soit dermato, médecin, bon bref, dans tous les domaines c'est compliqué. Donc n'attendez pas les délais qu'on vous propose. Si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas en vous, allez-y au culot quoi. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important de faire quoi. Merci beaucoup Estelle pour merci à toi. Ce partage. J'espère que ton histoire et ton expérience, ce que tu as vécu va pouvoir aider ou en tout cas éduquer certaines personnes. En tout cas c'est le but, c'est pour ça que je suis venue aussi pour partager mon histoire. C'est vraiment pour, si ça peut aider des gens, ça sera tout gagné. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.